Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 février et c'est la fin pour Roberto De Zerbi du côté de l'Olympique de Marseille. On l'a appris durant la nuit et bien évidemment ce sera le sujet d'ouverture du journal. Nous parlerons également du match entre West Ham et Manchester United, un match nul qui n'est pas sans conséquences pour un certain supporter. Nous évoquerons l'évolution du projet de la Super League, l'avenir de Tonali et enfin la situation de mon FC Nantes. Bah oui, ce serait bête de pas terminer sur une belle petite dépression. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Viré au milieu de la nuit, un drama typiquement olympique de Marseille, ce serait une série Netflix, on dirait que les rebondissements de l'OM au cours de ces derniers jours seraient trop gros pour être vrais, mais que voulez-vous, c'est le football dans toute sa splendeur, ça dépasse la fiction de loin, et désormais on peut le dire, l'OM est dans une crise et l'OM doit se trouver un nouvel entraîneur. Alors, il a été lâché par son vestiaire selon une partie du journal L'Équipe, mais de toute façon, que ce soit vrai ou pas, on peut dire que l'atmosphère autour de Roberto De Zerbi était devenue tout simplement irrespirable. L'Olympique de Marseille chute au classement général de Ligue 1. L'Olympique de Marseille ne capitalise pas sur son bon début de saison. L'Olympique de Marseille se retrouve avec des joueurs qui loupent 1001 matchs d'affilée. Je l'ai jamais caché, j'étais pas fan de Roberto De Zerbi. Selon moi, c'est un mec qui n'arrivait pas à faire évoluer le jeu de l'Olympique de Marseille. Pire, j'ai l'impression qu'on était sur une trajectoire négative et ses conférences de presse me rassuraient pas vraiment. Il se dédouanait très régulièrement, chargeait la responsabilité sur ses joueurs et quand il n'y a pas de progrès et qu'en plus il n'y a pas de remise en question, bah tu vas droit dans le mur. Reste qu'une fois qu'on a dit ça, maintenant que Roberto De Zerbi est viré, il va pas falloir se cacher derrière ça si t'es un joueur marseillais. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pas à la hauteur des attentes. Benjamin Pavard est censé être un cadre, il est lamentable depuis déjà quelques mois. Balerdi est censé être ton capitaine, il est toujours défaillant. De manière générale, il y a trop d'irrégularités et trop d'erreurs individuelles et je suis quand même persuadé que Marseille a un bon effectif. Marseille a un bon effectif, mais voilà, il y a vraiment besoin de relancer un truc, il y a vraiment besoin de remettre en place une bonne dynamique. Alors quel coach va pouvoir s'occuper de ça du côté de Marseille? C'est maintenant la grande question qui anime le football français. Le chevelu le plus célèbre d'Internet aura son buzz pendant encore quelques temps. Manchester United ne tient pas sa 5e victoire d'affilée, match nul face à West Ham. D'ailleurs, je vois que cette affaire commence à en agacer certains. C'est comme tous les phénomènes Internet. Au début, c'est une petite référence qui est plutôt cool et qui fait marrer tout le monde, mais au bout d'un moment, le buzz devient tel qu'il y a même des procès d'intention qui sont faits à ce supporter. Il y a même des gens qui le détestent. Moi, honnêtement, je trouve toujours l'affaire fun, mais en tout cas, c'est un match nul pour Manchester United. Voici les compositions qui étaient alignées. Une belle entrée de Sesco en toute fin de match, sinon j'ai bien aimé Casemiro, plutôt solide au milieu de terrain, une bonne colonne vertébrale, et j'ai bien aimé Bowen du côté adverse, qui a été le joueur le plus inspiré et celui qui a provoqué du danger, notamment via la passe du côté de West Ham. Alors sur le match, c'est un cas qui est assez particulier parce que je trouve que la majorité des temps forts sont du côté de Manchester United. Sauf que voilà, tu peux pas compter sur Matheus Cunha pour marquer apparemment, et Mbeumo est dans une très grande forme, mais il peut pas sauver l'équipe à tous les matchs à chaque fois. Et du coup, tu t'es retrouvé avec un Manchester United qui n'a pas réussi à être dangereux et qui s'est pas procuré tant d'occasions que ça, malgré la domination du match. On le voit dans les statistiques, c'est assez équilibré. Alors, tu as une possession outrageuse, mais finalement, West Ham, c'était très cohérent, donc t'as pas réussi à transformer l'essai. Reste que si ce match nul est une petite déception pour le chevelu, ça reste quand même quelque chose de pas fondamentalement négatif pour Manchester United, qui est quand même dans une belle forme. Sur les 10 derniers matchs, ils arrivent à avoir 5 victoires, 4 nuls et seulement une défaite, c'est vraiment pas mal. On peut dire que la dynamique est relancée. Est-ce que vous vous souvenez du projet de Super League qui était porté par A22 et le Real Madrid? Eh bien, si vous en souvenez, vous pouvez désormais l'oublier. Le projet a été lâché par le FC Barcelone et du coup, le club de la capitale espagnole se retrouve seul à le porter. Certains diraient que le football a gagné. De mon côté, je trouve que c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça parce que finalement, on présentait la Super League comme les grands méchants riches qui veulent renverser la hiérarchie du football et l'UEFA comme les sauveurs et les protecteurs de la tradition. Mais en réalité, c'était juste une lutte d'intérêt entre différents organes du football qui veulent prendre leur part du gâteau. Est-ce que j'étais fondamentalement pour la Super League? La réponse est bien évidemment non, je regardais pas ce projet d'un bon œil. Est-ce que j'ai confiance en l'UEFA pour
développer un foot équilibré et pas faire la prime au gros? La réponse là aussi c'est évidemment non. De toute façon on l'a vu, ça a accéléré une réforme de la Ligue des Champions qui a fait que la compétition européenne prend désormais de plus en plus de place. Alors certes j'aime bien cette nouvelle formule, mais quand on disait que la Super League menaçait les ligues nationales, il faut se rendre compte que la Ligue des Champions en CP600, elle menace aussi les ligues nationales. Et surtout, à quoi ressemblera la Ligue des Champions dans 20 ans? Parce que c'est bien beau de garder l'étiquette UEFA, c'est bien beau de garder le même nom, mais finalement, si la pression des gros clubs est toujours plus présente, si la pression des puissants se fait de plus en plus sentir dans les faits, eh ben, la Ligue des Champions et l'UEFA, ça créera de toute façon une sorte de Super League. Donc le football n'a pas forcément gagné, c'est pas forcément une bonne nouvelle en soi. Disons juste que dans le match opposant pas mal de gros clubs, dont le Real Madrid à l'UEFA, c'est Ferin qui a gagné. Et si le prochain gros transfert du mercato estival c'était lui, Sandro Tonali. Déjà au cours du mercato hivernal, il y avait des rumeurs qu'il envoyait du côté d'Arsenal, il n'y est pas parti, de toute façon c'était assez improbable d'imaginer un si gros transfert se faire en cours de saison pour un joueur important d'une équipe qui n'a pas besoin de s'appauvrir au cours de la saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, Tonali se retrouve être courtisé par beaucoup de clubs et cet été on annonce qu'Arsenal va revenir à la charge, mais on parle également de City, on parle également de United, on parle également de Chelsea, autant vous dire que ça fait beaucoup de beau monde. Voici la petite fiche de Tonali, c'est un joueur sous contrat jusqu'en 2028, il a 25 ans, il était arrivé été 2023 mais suspendu d'octobre 2023 à fin août 2024, il a donc très peu joué au cours de sa première saison en Angleterre, il est valorisé 75 millions d'euros, mais on annonce que Newcastle en voudrait davantage, entre 90 et 115 millions d'euros. La question c'est donc la suivante, est-ce que Tonali il vaut vraiment ce prix? Déjà, je le trouve moins bon cette saison que la saison précédente. C'est un joueur qui a toujours des qualités physiques absolument hors normes. Il est capable d'avoir un très gros volume de jeu, de répéter les efforts à haute intensité et ça fait partie de ce que t'attends d'un milieu de terrain avec un profil plutôt box-to-box, mais techniquement, il est un peu moins à l'aise dans les duels, il est un petit peu moins percutant balle au pied, donc en fait, moi je me dis que Tonali c'est évidemment un joueur intéressant, c'est évidemment un joueur d'avenir, c'est évidemment un joueur qui performerait davantage dans une équipe qui tourne mieux, mais est-ce que à plus de 100 millions d'euros t'as pas des solutions un petit peu plus intéressantes sur le marché? Je me pose la question, quand tu vois qu'il est associé à Bruno Guimaraes par exemple, le Brésilien me semble être une option autrement plus intéressante, mais en tout cas on verra de quoi sera fait le mercato estival pour Newcastle et pour les clubs anglais, mais ça s'annonce d'ores et déjà comme un des dossiers chauds. Immense honneur pour mon FC Nantes, pour une fois on en parle même beaucoup, il y a une double page dans le journal de l'équipe et vous voyez que j'ai un petit sourire malicieux, c'est parce qu'en fait c'est pas du tout une bonne nouvelle, hein. La double page est en train de dire qu'on fait notre pire saison de Ligue 1 de l'histoire, rappelle notre précédente descente en Ligue 2 et j'ai l'impression que c'est un petit peu une cérémonie funéraire pour le FC Nantes. Alors faut avouer que on peut pas dire que le FC Nantes soit dans une grande forme, moi j'étais dévasté, je vous en avais parlé, par le licenciement de Luis Castro, je pense que c'est un entraîneur qui avait des idées, du talent, mais qu'on lui a pas laissé assez de contrôle sur le mercato, qu'on lui a pas laissé assez de temps, et d'ailleurs on entend ici et là que le FC Nantes regretterait déjà la décision de l'avoir limogé, mais que voulez-vous, à Nantes on réagit souvent dans l'urgence et les entraîneurs sont des fusibles qui sautent très rapidement. En attendant, je suis tombé sur ce tweet qui m'a fait rire jaune et vert, j'ai même envie de dire, parce que ça compare le bilan de Cantari et celui de Raymond Domenech, qui est un peu le maître étalon des entraîneurs foireux au 21e siècle, et Cantari fait pire. Et oui, alors de toute façon, Cantari, quand tu voyais le retour des supporters de Valenciennes, tu t'attendais pas à voir débarquer un crack, mais alors là, ça montre à quel point la situation est catastrophique. Tu te retrouves même avec la Brigade Loire, qui a été le soutien indéfectible du FC Nantes, même dans les périodes les plus dures, qui se met un petit peu en retrait, parce qu'ils en ont plein le cul, pour dire les choses très franchement. Tous les feux sont au rouge du côté de Nantes. Le prochain match, c'est face à Monaco, autant dire que ça va pas être simple, très loin de là, donc vraiment je suis extrêmement inquiet pour le FC Nantes, mais au bout d'un moment, j'ai beau aimer mon club, il y a une vérité qu'il faut rappeler, c'est qu'à force de flirter avec la relégation saison après saison, à force d'accumuler les mauvaises décisions, au bout d'un moment tu peux pas jouer le mec ultra surpris quand tu vois qu'on descend, c'est dramatique.
Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, j'ai pas encore tranché. Bah oui, je déroge à ma fameuse règle du un jour sur deux. J'ai pas mal de sujets qui traînent, je vais vous en évoquer quelques-uns, question de vous donner quand même un petit amuse-bouche. Je vous ai parlé de la situation de Tonali. Je sais que tôt ou tard, je vais faire un petit bilan sur la situation de Newcastle, qui a été un rachat particulièrement commenté, particulièrement observé. Ce sera l'occasion de faire un petit point sur le football anglais. J'ai également d'autres sujets joueurs qui m'intéressent particulièrement. Celui de Julian Alvarez était pas forcément le truc le plus évident, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée. Salut!